Et puis donc, on va faire, comme d'habitude, une petite prière de début pour demander l'assistance des bons esprits, ministres de Dieu, qui accomplissent sa volonté et qui sont toujours là pour nous aider à partir du moment où on les écoute, où on élève nos pensées vers eux, où on montre des dispositions pour l'étude ou pour le travail, pour l'aide. Et donc, nous les remercions pour cette occasion que nous avons aujourd'hui de pouvoir étudier un des aspects des lois morales, en l'occurrence sur la loi de reproduction, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, les mettre en pratique, les utiliser dans notre vie, donner l'exemple autour de nous, afin que la Terre puisse avancer dans sa transition d'un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération. Et que ces enseignements puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous dans nos différents domiciles respectifs. Et là aussi, nous appelons sur eux la miséricorde de Dieu. Ainsi soit. Merci. Alors, on va commencer. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? J'ai mis le programme. Très bien. Donc, on en est à la loi de reproduction. Donc, en fait, c'est l'avant-dernière loi morale sur les 10. La dernière étant celle que vous voyez après, la loi de justice, d'amour et de charité. Et donc, cette loi de reproduction, on a donc fait le premier cours la semaine dernière, où on a parlé du mariage et du célibat. Et on avait vu en résumé que le mariage, c'était une loi de la nature, que le retour à une union libre et fortuite serait une rétrocession, que la famille, c'est la cellule élémentaire où les êtres humains apprennent à s'aimer les uns les autres, en vue donc des mondes élevés où en fait la famille, c'est une famille universelle, en fait, comme nous sommes tous frères, enfants du même créateur, qui est Dieu, cet apprentissage au sein de la famille est fondamental pour les étapes qui vont suivre. Et donc, le deuxième aspect du mariage, c'est aussi donc la perpétuation des espèces, de l'espèce plutôt. Voilà. Alors aujourd'hui, on va voir les obstacles à la reproduction. Donc pas l'avortement, vous verrez, l'avortement, ça fait l'objet du module suivant qu'on verra dans une semaine. Donc ces obstacles à la reproduction. Voilà, vous voyez toujours mon écran? Oui, très bien. Voilà. Oui, donc, oui. à la question 693 que Kardec a posée aux esprits, les esprits ont répondu de manière assez directe que tout ce qui entrave la nature dans sa marche est contraire à sa loi générale. Alors, quand on voit ça comme ça, on peut se dire, oula, ça veut dire que la contraception, par exemple, c'est contraire aux lois de la nature. Alors, c'est vrai, mais il faut aussi tenir compte que l'homme fait partie de la nature. Et donc, vous voyez, dans la suite de cette question 693, où Kardec commente que Dieu a donné à l'homme, sur tous les êtres vivants, un pouvoir dont il doit user pour le bien, mais non abuser. Et donc, ce pouvoir qu'il a donné, que possède l'homme, c'est de régler la reproduction selon les besoins. Alors, il ne s'agit pas de l'entraver sans nécessité. L'action intelligente de l'homme est un contrepoids établi par Dieu pour ramener l'équilibre entre les forces de la nature, et c'est encore ce qui le distingue des animaux parce qu'il le fait avec connaissance de cause. Les animaux aussi concourent à cet équilibre car l'instinct de destruction qui leur a été donné fait que, tout en pourvoyant à leur propre conservation, ils arrêtent le développement excessif et peut-être dangereux des espèces animales et végétales dont ils se nourrissent. Alors vous voyez que là, ça va un peu plus loin, quoi. Donc la première affirmation, c'est vrai qu'elle est assez générale et assez forte et restrictive.
Mais la suivante tient compte justement de l'intelligence qui a été donnée à l'homme et dont l'homme doit user pour le bien, mais non abuser. Vous voyez, comme c'est écrit. Alors, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette liberté, l'homme et cette intelligence, ce pouvoir, hein, l'homme l'utilise souvent pour autre chose que pour le bien, hein. Il l'utilise, par exemple, pour son confort, il l'utilise pour du superflu, il l'utilise pour à d'autres finalités que uniquement le bien. Donc, comme toujours, hein, quand on donne de la liberté, eh ben, on tombe dans l'abus, hein. On est toujours encore dans ce fameux débat sur qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et qu'est-ce qui est vraiment superflu. Maintenant, on voit aussi que quand il parle des animaux, hein, les animaux, quand on observe les écosystèmes, on voit en fait qu'il y a un équilibre qui se crée dans les différents écosystèmes, justement sur cette base, hein. C'est que vous avez des animaux qui se multiplient, mais pour éviter qu'ils se multiplient de trop, il y a aussi des prédateurs, hein, qui sont essentiellement d'autres animaux qui se nourrissent soit des carnivores, hein, soit des insectivores, et donc qui font que se créer un équilibre naturel au sein de cet écosystème. Donc l'homme, lui, il a l'intelligence, donc qui lui permet déjà pour sa propre espèce, hein, de faire ce qu'on appelle une planification familiale, hein. Donc pour décider combien d'enfants, quand, etc., pour sa propre reproduction. Et il a aussi un pouvoir pour interférer sur la nature elle-même. Donc l'homme interfère aussi dans les écosystèmes, hein. Alors c'est là où justement il faut faire attention, quoi, parce que c'est vrai que donc, les naturalistes arrivent souvent à observer que certains déséquilibres menacent certains écosystèmes et peuvent donc, ces naturalistes peuvent donc intervenir de manière à les préserver, hein. Mais ce n'est pas toujours le cas, hein, c'est pas toujours le cas. Parfois, cette action de l'homme sur ces équilibres, sur ces écosystèmes est abusif. On le, euh, Lorsque l'homme, notamment, il cherche essentiellement le lucre, le gain, hein, soit dans des exploitations, on peut voir des exemples au niveau des forêts, hein, des bois, des espèces rares, ou alors un autre exemple qu'on peut citer, c'est la surpêche, hein, qui a fait que certaines espèces de poissons ont considérablement disparu. Je veux dire, les populations se sont considérablement réduites. Et donc, que c'est l'homme lui-même qui se rend compte qu'il est obligé de réguler parce que sinon, il se tire lui-même une balle dans le pied, hein. C'est-à-dire que l'alimentation, la pêche, c'est quelque chose de légitime pour pouvoir à l'alimentation, mais la surpêche finit par faire l'effet inverse, quoi. C'est-à-dire on pêche plus maintenant et puis plus tard, on n'aura plus rien ou alors il faudra des années, des décennies pour reconstituer les populations à un niveau raisonnable. Voyez. Donc là, ça vous donne déjà des exemples donc, de cette loi naturelle, donc la loi de reproduction, et l'interférence que l'homme peut avoir par rapport à ces lois. Voilà. Alors on voit aussi beaucoup de choses en ce moment avec, par exemple, les bateaux qui voyagent, hein, qui amènent certains micro-organismes d'un continent vers l'autre. Et donc ces micro-organismes qui ensuite pullulent, hein, comme on dit, prolifèrent beaucoup trop vite et donc menacent certains écosystèmes. Donc là aussi, il y a parfois besoin de l'intervention pour rétablir l'équilibre. De même, vous avez, alors ça se produit souvent chez nous, certaines plantes, hein, qui ont été importées et plantées, mais qui, là aussi, se reproduisent beaucoup trop vite et finissent également par menacer les écosystèmes parce qu'elles font en fait, elles sont invasives, quoi, elles font disparaître d'autres espèces végétales.
On le voit aussi, il y a d'autres exemples au niveau des poissons qui peuplent certaines rivières aussi dans nos régions. Je ne sais pas si à l'île de la Réunion, vous avez aussi ce genre de phénomène, mais certainement, quoi. Oui, Voilà. oui, oui, on a ce qu'on appelle la vigne marron qui a envahi tous les hauts de l'île et qui est devenue une peste végétale. Il y a aussi d'autres essences qui ont été importées du Brésil et qui, là aussi, provoquent beaucoup de dégâts dans les espèces endémiques. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est toute une science, hein, et c'est vrai qu'on joue un petit peu encore aujourd'hui, je pense que on ne connaît pas toutes les. Hein, c'est la science du vivant, en fait. Hein. On n'est pas capable de prévoir comment l'impact que peut avoir le fait d'importer une plante, par exemple. Hein. Si ça se trouve, ben, elle ne survivra pas. D'autres cas, ben, je prends l'exemple du Brésil aussi, les cocotiers ne sont pas des arbres, des espèces natives du Brésil. Mais bon, les plantations de cocotiers au Brésil ont bien fonctionné et donc vous avez l'exploitation de la noix de coco, hein, aussi bien pour les fibres que pour le jus, que pour le lait l'eau ou le lait de coco hein, qui est exploité et et donc, il y a certains exemples qui se sont bien passés. Par contre, il y en a d'autres, effectivement, qui se passent moins bien. Et une fois qu'on est comme tu dis, la vigne verte, envahi par ces espèces-là, il y a certaines espèces, en fait, plus on les arrache, plus elles prolifèrent, quoi. Hein. Et c'est très, très difficile. Et c'est là où il faut trouver effectivement des moyens pour les réduire. Donc, ça peut passer par des insectes qui les mangent, mais là aussi, il peut y avoir une prolifération de ces insectes. Enfin, vous voyez, les écosystèmes sont des systèmes complexes, hein, c'est l'objet de toute une science. Donc, il convient d'être extrêmement prudent là-dedans. Voilà. Mais on va revenir aussi donc sur la planification familiale. Donc, est-ce que la planification familiale, le fait que les hommes ou un couple décident combien d'enfants et quand ils veulent les avoir, est-ce que c'est quelque chose de légitime? Ben, vous pouvez déduire de ces réponses que oui, c'est quelque chose qui est légitime, à partir du moment où c'est pour le bien, hein, mais non pas pour l'abus. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Alors, on va y avancer, on va avancer un petit peu. Voilà. Alors, la planification familiale dont on parlait au niveau des humains, c'est de décider combien et quand on veut avoir des enfants. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime. Mais quand on le fait, il faut quand même réfléchir pas seulement aux aspects pratiques et matériels par exemple, d'avoir les moyens, le temps de s'en occuper, de les éduquer, de subvenir à leurs besoins et tout. Il y a aussi un autre aspect et dont on parle dans ce premier chapitre ici, qui est la réincarnation, l'aspect spirituel, quoi. Parce que dans un enfant, enfin dans un embryon, dans une ovule fécondée, un embryon vient se réincarner un esprit. Et ce qui se passe de temps en temps, hein, c'est que avant nous de nous réincarner, on se met d'accord pour accueillir plus tard un certain nombre d'esprits qui viennent se réincarner chez nous. Donc, vous voyez, ça peut faire l'objet d'un certain nombre d'engagements de notre part. Et donc, une fois qu'on est incarné, on perd évidemment la mémoire consciente hein, de tous ces engagements qu'on a pris dans le monde spirituel. Mais parfois, les aspects matériels prennent le dessus. Et souvent, ça remet un peu en cause les engagements qu'on avait pris. Par exemple, si on a promis à 5 esprits de pouvoir se réincarner dans notre famille, et que derrière, on n'a que 3 enfants, eh ben, il y a 2 esprits qui avaient prévu de se réincarner chez nous et qui ne peuvent pas. Vous voyez? Alors, je cite ça comme un exemple simple, mais ça peut expliquer un certain nombre de problèmes qui peuvent venir par la suite. Hein. Et notamment, je me rappelle quand on était un jeune couple, hein,
quand il y a eu des problèmes d'obsession. Une des premières questions que la personne qui nous a accueillis nous a posées, elle nous a dit, mais est-ce que vous faites beaucoup de contraception, hein? Parce que cette personne a souvent, alors là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas, mais cette personne a souvent eu des cas comment dire, d'esprit qui venait frapper à la porte. Eh oh, vous m'aviez promis. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut créer un certain nombre de perturbations au sein de la famille ou du couple, ou de l'un des membres du couple, quoi, celui qui est le plus sensible à cette influence spirituelle. Voilà. Et donc, dans cette programmation qu'on fait, hein, on prévoit non seulement le type, même, je dirais, l'individualité, hein, des esprits qui se réincarnent, et aussi les caractéristiques de chaque renaissance, hein. Et donc, c'est un programme qu'on prépare avant de se réincarner, mais comme je vous l'ai déjà dit dans la leçon correspondante, hein, sur la réincarnation, c'est pas quelque chose qui est quand même à 100% gravé dans le marbre, hein. Comme il le dit, c'est un programme qui est flexible, adapté à la réalité de la vie sur le plan physique et en accord avec les épreuves programmées par l'esprit, hein. Parce que les guides spirituels, eux, ils savent très bien qu'il y a une série d'interférences, des circonstances qui peuvent venir, qui ne dépendent pas toujours de la volonté de celui qui se réincarne, ni de ceux qui sont déjà réincarnés, et qui font que le programme qui avait été prévu à l'avance peut et doit se renégocier. Voyez? Donc là aussi, ça laisse une place assez large à la loi de liberté, hein, à cette flexibilité. C'est que, bon, on s'est peut-être engagé, mais après, ben, on peut renégocier, hein, des esprits qui devaient se réincarner chez nous dans cette vie. Il ira peut-être se réincarner soit dans une autre vie ou dans d'autres circonstances, ou voyez, il y a je dirais, des accords, entre guillemets, qui peuvent se trouver, hein. Et ça, ce sont des choses qui se produisent souvent pendant notre sommeil naturel, hein. Les esprits et les guides, ben, on peut les rencontrer pendant notre sommeil naturel, et c'est là où ce genre de choses peut se discuter, quoi. Voilà. Par contre, l'engagement qu'on avait d'accueillir un esprit chez nous, parce que ben, si c'est un problème ou quelque chose qu'on doit réparer vis-à-vis de lui ou autre, si on ne le fait pas maintenant, il faudra qu'on le fasse plus tard, hein. Donc, il y a certains cas où quand c'est, notamment dans les cas de réparation, hein, où ben, il faudra de toute façon qu'on le fasse. Voilà. Et donc, comme vous voyez, là, ils disent, les exemples qu'on peut avoir, ben, c'est, s'il ne vient pas comme enfant, ben, il peut venir comme petit-fils, comme neveu, comme fils adoptif, ou par d'autres moyens, ou dans une autre vie. Vous voyez? Parce que, comment dire, la réparation qu'on doit faire, il faudra qu'elle se fasse tôt ou tard. Voilà. Alors, il continue en disant ici qu'en toute rigueur, il ne devrait pas y avoir de contrôle de la natalité en vertu de la compréhension spirite que nous avons déjà sur le programme de réincarnation. Donc, on dit en toute rigueur, hein, parce que ça, c'était effectivement le cas il y a quelques décennies, hein, ou il y a un siècle, où ben, voilà, il n'y avait pas encore les moyens de contraception. Et des enfants, ben, il y en avait assez fréquemment, 10 par couple, hein. Je crois que c'était tous mes grands-parents, c'était le cas, hein. Mes grands-parents, ils avaient peut-être pas une dizaine, mais ils étaient pas loin d'une dizaine de frères et sœurs dans la famille, hein. Et donc aujourd'hui, évidemment, c'est plus le cas. Et donc là, vous avez un extrait de Johanna de Angelis. Donc Johanna de Angelis, pour ceux qui la connaissent pas, c'est l'esprit guide de Divaldo Pereira Franco. Donc, c'était dans sa vie passée une femme, hein, qui est Juana de la Cruz au Mexique, qui a beaucoup milité pour la cause féministe à l'époque, hein, et donc pour l'arrêt des discriminations vis-à-vis des femmes et pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, elle nous commente, alors on va le lire ensemble, hein. Des allégations sérieuses et dignes d'attention sont avancées pour justifier le planning familial et donc le recours à plusieurs sortes de contraceptifs.
Ce sont des arguments qui peuvent être de caractère sociologique, écologique, économique, démographique, les plus forts étant les facteurs concernant les possibilités d'alimentation sur la Terre, proche de l'épuisement des ressources pour nourrir tous ceux qui se multiplient géométriquement avec une rapidité effrayante. Sans doute nous sommes devant un problème de grande magnitude qui doit néanmoins être étudié à la lumière de l'Évangile et non par des calculs complexes et froids de la précipitation matérialiste. L'homme peut et doit programmer la famille qu'il désire et qui lui convient, le nombre d'enfants, la période propice pour la maternité, mais il ne s'exemptera jamais des impérieux rachats qu'il devra supporter par suite de son propre passé. Donc vous voyez là, le dialogue, il est différent et il correspond bien à ce qu'on observe aujourd'hui. Hein. C'est que voilà, on peut contrôler, on n'est plus dans les situations où il y a 8, 10 enfants, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes d'alimentation, des problèmes écologiques, des problèmes économiques. Et c'est vrai que si la population terrestre continue à évoluer exponentiellement, hein, il y a un moment où la Terre ne pourra pas les ressources ne seront plus suffisantes pour pouvoir alimenter tout le monde. Et c'est ça aussi qui va créer, si vous voulez, un mécanisme d'équilibre. Parce que si la Terre ne peut plus alimenter tout le monde, forcément, il y aura des restrictions, il y aura des rationnements, il y aura certaines personnes, comme on le voit déjà aujourd'hui, qui n'auront pas accès à l'alimentation minimale nécessaire, et donc un système de régulation qui se produit. Mais au lieu de laisser faire, je dirais, parce que c'est douloureux quand même voir des personnes mourir de faim, il y a cette alternative donc qui est du planning familial et des contraceptifs qui permettent justement de le réguler de façon plus, comment on peut dire ça, de plus douce, quoi. Hein, voilà. Donc, vous pouvez en déduire que le spiritisme n'est pas du tout contre la contraception. Mais encore une fois, c'est le critère qu'on a vu tout en haut, hein, tout au début. Il faut que ce soit pour le bien, il ne faut pas que ce soit pour l'abus. Alors, on peut citer des exemples d'abus au niveau de la contraception. Par exemple, le test prénatal, donc, qui peut permettre de connaître le sexe de l'enfant, hein, si c'est un garçon ou une fille, et donc de décider ou pas de faire un avortement si on veut plutôt un garçon ou plutôt une fille. Donc ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est quand même un peu plus problématique, et notamment, il y a des pays dans lesquels il y avait des restrictions très très fortes au niveau du planning familial, comme la Chine, hein, ou même d'autres pays comme l'Inde, hein, où là aussi, pour une raison un peu différente, les couples préfèrent des garçons hein, pour éviter de payer la dot le jour où la fille se marie. Hein. Vous voyez, il peut y avoir différentes raisons qui font que, il y a tout de suite une tendance, voire même un commerce qui s'est mis en place pour avorter. Hein. Si c'est un garçon ou une fille. Hein. Donc là, on rentre un petit peu dans la question suivante, c'est-à-dire la contraception, ce qu'on va parler dans le cours suivant. La contraception, c'est quelque chose qui est légitime tant qu'on ne tombe pas dans les abus, comme l'exemple qu'on vient de citer. Mais l'avortement, lui, quel qu'il soit, hein, sauf l'exception qu'on verra la prochaine fois, là, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'esprit est déjà là. Hein. L'esprit, il se réincarne à la conception. Mais quand on voit l'autre abus qu'on peut voir, c'est les gens qui, pour des raisons purement matérielles ou de confort personnel ou autre, ne veulent absolument pas d'enfants, ils ne veulent pas s'embêter avec ça, etc., etc. Donc là, on peut voir, bon, ça peut être justifié et légitime dans certains cas, mais il y a d'autres cas où c'est plutôt de l'égoïsme. Hein. Et donc là aussi, on tombe dans l'abus, quoi. C'est pas pour le bien, c'est simplement pour mon confort personnel, vous voyez. Et donc ces deux exemples, il y en a certainement encore d'autres, montrent certaines limites donc qu'il faut entre guillemets éviter de franchir, parce que là encore une fois, il n'y a pas d'interdit. Hein. Chacun a son libre arbitre.
et prend ses propres responsabilités. Voilà. Ça va toujours? Alors, on va continuer. Donc, toujours dans cette fameuse question 693, Kardec, il a demandé, les lois et les coutumes humaines qui ont pour but et pour effet d'apporter des obstacles à la reproduction sont-elles contraires à la loi de nature? Donc là, vous avez la question complète et on avait vu la réponse tout à l'heure. Tout ce qui entrave la nature dans sa marche est contraire à la loi générale. Voilà. Et donc, c'est là où on a déjà commencé cette réflexion pour dire que ça ne correspond pas à une interdiction brutale, pure et dure. C'est ce qui entrave la nature dans sa marche. Et donc, quand on le fait dans le sens du bien, quand on le fait avec les préoccupations qu'on a vues tout à l'heure, qui étaient listées par Johanna de Angelis, c'est pas vraiment une entrave dans la marche de la nature, même si parfois notre conception, notre compréhension de ces lois est encore incomplète. Voilà. Alors, il y a pas mal de téléphones qui sonnent. Voilà, si vous pouvez vous mettre en muet, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on continue. Donc là, après, nous pourrions reproduire le texte ainsi, par un exercice mental. Sont contraires à la loi de la nature, les lois entre humaines, les lois et les coutumes humaines, qui ont pour but ou pour effet de créer des obstacles à la reproduction, car en étant contraires à la loi générale, elles entravent la nature dans sa marche. En d'autres mots, nous pouvons dire, du moment que les obstacles à la reproduction ne blessent ni la morale ni l'éthique, ils peuvent être utilisés, par exemple, dans les cas de grossesse qui mettent en danger la vie de la mère. Donc ça, c'est l'exemple qui est cité là, c'est l'exemple, je dirais, le seul cas où l'avortement peut être justifié. Les esprits disent clairement que il vaut mieux, je dirais, si la vie de la mère est en danger, il vaut mieux sacrifier la vie qui commence que celle qui est déjà là. Et donc, c'est un cas d'avortement. Donc, vous voyez là, on ne blesse ni la morale ni l'éthique, parce qu'on est vraiment dans un problème difficile où on est obligé de faire un choix qui, en l'occurrence, est justifié. Pareil, si il y a un problème de santé chez la mère, qui pourrait donc la remettre en danger au cas où elle tomberait de nouveau enceinte, là aussi, le recours à la contraception est tout à fait légitime. Voilà. Et ce sont chaque fois des situations spécifiques, donc qui demandent une analyse plus approfondie pour considérer l'opinion des conjoints, des professionnels de la santé, des psychologies et de la psychologie. Et donc, il y a certaines. On a parlé de ce sujet aussi avec les médecins de l'association des médecins spirites, qui ont fait des conférences sur ce sujet du planning familial dans un des congrès qu'ils ont donné en Europe. Et puis aussi, on trouve des éléments chez eux au Brésil, évidemment, et qui confirment ça. C'est-à-dire que la contraception, c'est l'application de la loi de liberté, donc avec la limite qu'on a vue tout à l'heure, ça peut remettre en cause des engagements qui ont été pris avant de se réincarner, mais ça s'arrête là, puisque la contraception, c'est un choix qui est fait librement par le couple. Voilà. Quand c'est une contraception forcée, pour d'autres raisons, là, on n'est plus dans le même cas. Voyez, il faut toujours se poser ces questions. Est-ce que ça blesse la morale ou est-ce que ça blesse l'éthique? Est-ce que ce que je fais, c'est correct? Et donc, à partir du moment où on a une réponse positive à ces questions-là, on peut effectivement y recourir. Voilà. Et donc, les esprits guides le confirment en disant, attention, il y a la loi de cause à effet, il y a les réparations qu'il faut qu'on fasse.
Bon, si on ne les fait pas maintenant, on les fera plus tard, mais forcément, tout ce qu'on remet à plus tard, ça retarde notre évolution. Hein. Le fameux adage pourquoi faire aujourd'hui ce que je pourrais faire demain, bon, quelque part, ça retarde notre évolution. Il y a quelque chose, on sera forcé de le faire un jour, donc il vaut mieux aller dans l'autre adage de dire pourquoi laisser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Hein. Mais là aussi, encore une fois, les circonstances font que on peut prendre cette décision quelquefois quand c'est plus raisonnable. Voilà. Alors, on va Question. continuer. Oui. Dans ce que tu disais, dans le choix, dans des risques de prévaloir la vie de la mère, il y a certains cas que, par exemple, la mère, elle choisit de garder la vie de l'enfant et prendre le risque qu'après peut arriver un décès de la mère et elle sauve l'enfant. Comme c'est vu ça devant la loi des causes et effets et le vis-à-vis des esprits dans ce choix comme ça? Alors, ça, c'est, encore une fois, c'est un choix qui est fait en vertu du libre arbitre. Hein. Si la mère, elle sait qu'elle a un risque sérieux, mais qu'elle décide de le prendre, donc la mère et ou les deux, hein, ou le père, c'est leur choix. Hein. Donc, c'est là où le libre arbitre intervient. Et puis, on peut vous citer un exemple d'un couple qu'on a connu, qui habite pas très loin de chez nous, là, à Belfort, ils habitent dans les Vosges, et ils ont été face à ce genre de dilemme. C'est-à-dire que la mère, en fait, elle était diabétique, un diabète assez grave, et donc le fait d'être enceinte et d'avoir un enfant représentait un risque sérieux pour sa vie. Et donc, les médecins avaient conseillé l'avortement, qui, encore une fois, dans ce cas, est légitime. Mais le couple, ils hésitaient. Et puis, un matin, en se réveillant, la mère, elle dit, non, ça y est, ça m'est venu cette nuit, je n'avorterai pas. Voyez? Et ce qui s'est passé, c'est que la grossesse, elle est arrivée à son terme, l'enfant est né, et puis ça s'est bien passé. Voyez? Il y avait un risque, mais qui ne s'est pas matérialisé. Et donc, certainement, cette nuit-là, elle s'est réunie avec les guides spirituels, le sien, celui de l'esprit qui allait se réincarner, l'esprit de l'enfant, le mari, les autres esprits qui sont impliqués là-dedans, qui l'ont rassurée en lui disant, ça se passera bien, voyez. Mais même si elle avait pris la décision d'avorter, dans ce cas-là, ça aurait quand même été légitime à partir du moment où les médecins déterminent que le risque est sérieux, hein, qu'il y a vraiment un risque fort pour la vie de la mère. Tu vois? Donc là aussi, c'est des questions de choix, c'est des questions de loi de cause à effet, hein, et vous avez, parce que bon, là, la mère, elle a décidé dans l'exemple que tu cites, la mère décide de se sacrifier pour son enfant. Ce sont des choses qui arrivent aussi une fois que l'enfant est né, hein, où il y a une personne qui se sacrifie pour en sauver une autre. Hein. Et ça, ce sont des gestes qui, encore une fois, sont commis en vertu du libre arbitre. Et donc, ce qu'il faut bien voir dans ces cas-là, parce que se sacrifier, ça veut dire mourir, ça veut dire se désincarner, ça ne veut pas dire disparaître. Voyez, encore une fois, la mort, on voit toujours ça d'une façon lugubre et négative à cause de notre culture, mais en fait, ce n'est rien d'autre que l'esprit qui se libère qui se libère de son corps. Hein. Et donc, à partir de là, là encore une fois, c'est un choix. Hein. Et c'est par exemple une personne qui un jour s'est sacrifiée pour sauver notre vie. On peut très bien décider dans une autre vie de se sacrifier pour sauver la sienne. Voyez? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Fernanda? Une question encore. Je Oui, m'excuse. je t'en prie. Est-ce que j'ai pas? Du coup, et cette sacrifice, c'est vu comme c'est bien vis-à-vis des spirituels, c'est vu comme quelque chose de l'amour, de bon, ou c'est au contraire, c'est au suicide?
Non, non, non. Je dirais celui qui sacrifie sa vie pour sauver quelqu'un, c'est pas un suicide, hein, c'est au contraire, c'est de l'altruisme. Cela dit, le pompier qui met sa vie à risque pour sauver les autres, il fait bien sûr tout ce qu'il faut pour se protéger, pour la préserver, hein. C'est comme la mère, elle peut décider de prendre le risque, mais elle pourra aussi faire tout ce qu'il faut pour limiter ce risque au maximum, tu vois. Le suicide, c'est vraiment quand c'est de façon délibérée, hein, qu'on fait rien pour se protéger, voire même qu'on fait tout pour que notre mort arrive, tu vois. Et là, c'est pas le cas, on parle pas de ça. Hein? Donc, c'est pas du tout un suicide, au contraire. Un exemple que j'ai déjà cité l'autre jour, c'est un médecin ici dans l'Est, hein, de la France, qui était retraité, qui a choisi de recommencer à travailler pour aider les personnes qui souffraient du virus là, dans la pandémie. Donc, il savait très bien qu'il prenait le risque de l'attraper et comme il était à la retraite, il était relativement âgé, donc sujet à attraper lui-même le virus et en augmentant le risque pour lui-même. Mais bon, il a quand même décidé de le prendre, hein, pour sauver des vies. Et ça, c'est encore une fois, je vois ça plutôt comme une attitude héroïque que comme un suicide. Sauf si, évidemment, le médecin, il a dit, bon, ben, pour en finir, allez, je m'embarque là-dedans. Donc, il aide peut-être les gens, mais il se protège pas du tout, il met pas de masque, il prend pas les précautions. Donc là, c'est différent, parce que l'intention, c'était pas la même. L'intention, c'était d'en finir avec lui-même en aidant les autres. Tu vois ce que je veux dire? Hein, c'est là où il faut bien voir la nuance. Alors, pour Merci continuer, beaucoup, pour en Charles. revenir à ce contrôle, hein, de la natalité, hein, donc effectivement, c'est un pouvoir dont on doit user et pas abuser, comme on l'a vu au début, hein. Et donc, le contrôle de la natalité humaine, c'est aujourd'hui sujet de beaucoup de recherches, hein, dans les différents domaines qu'on a vus, hein, biologie, génétique, pharmacologie, sociologie, hein. Et il y a aussi des débats animés entre les théologiens et les moralistes de plusieurs tendances. Et par exemple, une chose qui différencie le spiritisme, ben, de certaines religions traditionnelles, c'est que ces religions traditionnelles, elles, interdisent la contraception, alors que le spiritisme n'interdit rien. Le spiritisme n'interdit pas la contraception. Il dit juste, voilà, c'est quelque chose dont on doit user pour le bien, voyez, mais non abuser. Le spiritisme fixe un critère par rapport aux lois de la nature. Le spiritisme n'interdit pas la contraception. Et c'est pour ça que ben, on vous amène à réfléchir dans les différentes situations qui peuvent se poser afin que, si vous devez y faire face, que vous pouviez bien faire attention à ces critères et puis prendre les bonnes décisions. Voilà. Parce que après, effectivement, si là on est quoi, 7 milliards de terriens, hein, bon, la Terre bon, il y a encore largement de quoi nourrir 7 milliards de personnes, mais si on était à 20 milliards ou 30 milliards, probablement là on aurait beaucoup plus de difficultés pour la nourriture, même si là aussi des solutions existent pour produire des nourritures plus écologiques, hein, passer plutôt de la nourriture végétale qu'à de la nourriture animale pour ce qui est de l'humain, hein, c'est un des exemples, mais pas le seul. Il y a aussi des moyens quand vous survolez la Californie ou Israël, par exemple, vous voyez qu'il y a des plantations et des cultures en plein milieu du désert. Donc, vous voyez, il y a plein de solutions, je dirais, pour produire davantage d'aliments. Et ne serait-ce qu'aujourd'hui, si on voit tout le gaspillage qu'il peut y avoir, hein, on parlait tout à l'heure du poisson, en fait, d'après certaines études, il n'y a qu'un tiers du poisson pêché qui est consommé, hein. Les 2 tiers restants sont soit perdus, soit utilisés pour autre chose, hein. Donc là aussi, en réfléchissant bien, avant de dire il faut absolument faire la contraception parce qu'il y a beaucoup trop d'humains sur la population terrestre est beaucoup trop élevée, c'est peut-être vrai régionalement dans certains pays où les ressources naturelles sont relativement faibles, hein, les régions désertiques par exemple.
mais globalement, ce n'est pas forcément vrai. Voilà. Donc, c'est toute une science qui n'est pas simple, hein. Les réponses ne sont pas toujours blanc ou noir, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est donné à l'homme et il doit vraiment creuser ce sujet pour trouver, donc, voilà, quand il y a des raisons vraiment justes, donc, réduire, limiter le nombre d'enfants, et donc en utilisant la contraception. Voilà. Et il vaut mieux, encore une fois, la contraception que l'avortement, hein. L'avortement, c'est délicat. On a laissé la chose aller trop loin. L'esprit est déjà réincarné. Il est déjà lié à cet embryon qui se développe. Donc, l'avortement, ça pose d'autres problèmes. Mais la contraception, non. Il y a peut-être des esprits qui sont là, qui attendent, mais c'est encore un stade préliminaire. Ils savent très bien que tant que la contraception sera utilisée, il faudra qu'ils attendent, ou ils feront peut-être autre chose, ou voilà. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même situation que lorsque le processus est déjà enclenché, où là, ça devient d'un point de vue éthique beaucoup plus délicat. Voilà. Donc, le contrôle de la natalité est légitime, hein, donc par des motifs légitimes d'ordre supérieur, hein, voilà. Par contre, là, vous avez encore une fois un exemple d'abus, hein, créer des obstacles à la reproduction pour répondre aux désirs de sensualité et de luxure. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve la prédominance du corps sur l'âme, hein. C'est l'attachement à la matière, combien l'homme est matériel. Et donc, là, on voit que on tombe dans un autre excès, quoi. Et donc, il y a Georges Andrea qui parle donc de la pilule contraceptive. Donc, c'est un des moyens de contraception. Et donc là, il fait, alors je ne vais pas le lire dans le détail parce que je serais incapable de vous le commenter dans le détail. Autant lui, il était médecin, autant moi, je ne le suis pas. Mais il dit que la pilule, c'est pas tout à fait anodin, hein. C'est un processus qui est quand même assez agressif sur le plan hormonal. Et donc, il faut aussi réfléchir à ça. Vous voyez? Et donc, le fait d'utiliser comme ça les pilules contraceptives à tout va, c'est pas forcément bon pour la santé. Ça peut aussi avoir d'autres conséquences. Voilà. Cela dit, c'est quand même, là on est toujours dans la contraception, hein, donc en fait ce sont des anovulatoires, hein, qui empêchent l'ovulation. Et donc, ça peut être utilisé, encore une fois, dans des mesures raisonnables pour le planning familial, hein. Voilà. Et donc, il faut bien toujours connaître les différentes solutions, les différents risques qui sont liés à ça avant de prendre des décisions. Voilà. Et donc, là, il rappelle encore une fois, le contrôle de la natalité n'aura de sens que lorsqu'il sera examiné sous ces différents angles, où les diverses structures individuelles, physiques et psychiques seront durement appréciées pour et bien mises en équation. Et donc, psychique, ça inclut aussi la dimension spirituelle avec le planning de la réincarnation, comme on l'a vu tout à l'heure, quoi. Et donc après, ce qu'on voit, c'est la dégradation. En fait, dès qu'il y a une ressource qui arrive, l'être humain, il a toujours tendance au départ à en abuser. Tout comme encore aujourd'hui, nous abusons de beaucoup, beaucoup de ressources qui nous sont données. Et on voit que là aussi, c'est pas toujours bon pour la santé, c'est pas toujours bon pour la planète. Et que donc, c'est toujours encore ce nécessaire et ce superflu qu'il faut toujours avoir à l'idée. Voilà. Alors, il y a un extrait aussi dans Action et réaction, donc c'est là où les livres de Chico Xavier sont vraiment très très bien parce qu'ils donnent beaucoup d'exemples de différents cas, hein. Et donc là, pour illustrer ce qu'on vient de dire, il y a un exemple qu'on va lire ensemble, hein, si vous le voulez bien, à moins que quelqu'un veuille le lire. Michel, je crois que tu aimes bien lire. Ok, je vais lire. Il y a deux Michel, excusez-moi. Je commence. Oui. Comme nous nous trouvons déjà dans le thème de la sexologie, comment interpréter dans la loi de causalité l'attitude des couples qui évitent d'avoir des enfants? Les couples dignes et respectables à tout point de vue, qui recourent systématiquement à l'utilisation de contraceptifs. Silas sourit d'une étrange manière et dit. Je t'interromps une seconde.
Oui, Donc, vas-y. là, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, donc Silas et l'esprit Hilario, ce sont donc des esprits, ils sont à l'état d'esprit et ils observent ce qui se passe sur Terre et ils le commentent entre eux, hein. Donc ceux qui parlent, ce sont des esprits, hein, qui sont en train d'observer donc un couple qui recourt systématiquement à l'utilisation de contraceptifs. Vas-y, continue. S'ils ne tombent pas dans la délinquance de l'avortement, ce sont pour la plupart des travailleurs imprévoyants qui préfèrent économiser leur sueur dans la faim du réconfort immédiat. Mais, mais malheureusement pour eux, ils ne font que retarder les réalisations sublimes auxquelles ils devront fatalement revenir. Car il y a des tâches et des luttes au sein de la famille qui représentent le prix inévitable de notre régénération. Ils jouissent de l'existence en cherchant inutilement à se tromper eux-mêmes. Cela dit, le temps les attendra, inexorable, leur faisant comprendre que la rédemption nous demande le plus grand effort. À refuser de recueillir de nouveaux enfants qui sont presque toujours programmés pour eux avant la réincarnation, ils s'embrouillent dans les futilités et les idées préconçues des expériences. Tu peux remonter, s'il te plaît, parce que je ne vois Oui. pas. Alors, j'en étais où? Ils jouissent de ils s'embrouillent dans les futilités et les idées préconçues des expériences de second ordre pour se réveiller après le passage par la tombe en ressentant le froid en leur cœur. Alors, vous voyez, donc c'est très bien illustré, hein. Donc, on peut y recourir, mais il ne faut pas en abuser, parce que sinon, après, voilà, ce qu'on aurait dû faire, on ne l'a pas fait, et donc le froid dans le cœur, ou la conscience un peu pesante, on peut le dire comme on veut, hein, et on se dit, punaise, c'est vrai que, hein, et tout ça, quand c'est pour des futilités, comme il le dit aussi, hein, parce qu'on s'embrouille dans des futilités, hein, parce que, je sais pas, on veut travailler, on veut voyager, on veut ci, on veut ça, on veut autre chose, beaucoup de choses légitimes d'ailleurs. Mais encore une fois, c'est toujours une question de trouver le bon équilibre, quoi, hein. Voilà, alors c'est tout ce qu'il y avait à dire pour ce cours-là. Est-ce que vous avez encore des questions sur ce sujet? Charles, Oui? est-ce qu'on peut dire en fait que principalement la venue d'un enfant, c'est synonyme de réparation quelque part? Et c'est pour ça que c'est aussi important de les accueillir? Alors non, faut pas non plus voir ça systématiquement comme une réparation. C'est tout simplement comme on s'est mis d'accord avec un certain nombre d'esprits pour avancer ensemble. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, oui. Et donc à partir de là, ce qui se passe, c'est que il y a peut-être des bons esprits qui étaient prévus de venir chez nous pour nous aider, pour voilà. Et donc si on recourt à l'avortement, le bon esprit ne pourra pas venir. Voire même le bon esprit laissera peut-être sa place à un autre qui justement sera plutôt un cas de réparation. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il faut toujours réfléchir aux différents scénarios, à tout ce qui peut se passer. Et c'est vrai que avoir un bon esprit comme enfant, c'est quelque part une occasion ratée. C'est quelque chose qui aurait pu nous aider dans notre évolution dans cette vie. Donc, il ne faut pas toujours le voir comme une réparation. Non, non. Mais D'accord. même si c'est, je dirais, fréquemment le cas. Voilà. D'accord. Charles, c'est Oui, moi. Marie-Antoinette? Il y a encore un cas très différent où dans cette vie, on n'a plus, on n'a plus du tout à se préoccuper. On n'a plus du tout à se préoccuper de réguler parce qu'on on ne maîtrise plus, on n'a plus aucun pouvoir et on ne peut que penser à une réparation qui est nécessaire dans cette vie parce que c'est une réparation qui nous a été demandée par rapport à une autre vie. Donc, c'est le cas des personnes qui, dans cette vie, n'ont pas d'enfants. Oui. Voilà. Oui, Donc là, oui, c'est il n'y a vrai. que le plan spirituel qui peut nous donner une certaine explication. Parce que la réparation, je peux en parler par expérience personnelle, est très douloureuse tout au long de la vie. Même si elle est acceptée, même si
Voilà, on fait tous les efforts nécessaires pour l'accepter, justement, mais c'est quelque chose de très douloureux. Et ça, dans toute cette leçon, évidemment, on ne l'évoque pas parce que dans la vie présente, eh bien, il arrive qu'on n'a plus du tout, on n'a plus du tout voix au chapitre. Voilà. Ben, C'est ce que je voulais souligner parce que c'est un cas, je connais plusieurs personnes dans ce cas. Voilà. oui, oui, ben c'est les problèmes de fertilité, quoi, hein, qui arrivent d'ailleurs de plus en plus souvent. Donc, tu fais très bien, effectivement, de parler de ça, Marie-Antoinette, hein, parce que ben, mon cas, ben, c'était pareil, hein, on n'a pas pu avoir d'enfant naturel. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, ben, comme on en voulait vraiment un, on s'est un peu remué, et puis on a fini par en adopter un. Voilà, on en aurait peut-être même adopté un deuxième, mais là, pareil, on s'est pris un peu trop tard. Donc après, ben, plus le temps passe, plus c'est difficile. Et il y a aussi les critères pour les adoptions qui font qu'ils confient plutôt les enfants à des couples jeunes que plus âgés. Enfin bref, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. Mais effectivement, le manque de fertilité, ça peut être, comment dire, aussi une forme, comme tu dis, de réparation. Donc, soit, je dirais, c'est typiquement typiquement le froid dans leur cœur, là, tu vois, qui est sur la dernière phase qui est encore à l'écran, là, je vais le remonter un peu. Ouais, parce qu'il y a sur Skype, il y a des trucs en bas de l'écran, hein. Voilà. Et donc ça, pour bien nous le faire comprendre, on peut choisir en se réincarnant d'avoir des problèmes d'infertilité. Ça peut aussi être des cas d'avortement, hein, parce que l'avortement, ça laisse, on le verra la prochaine fois, ça peut laisser des traces dans le corps et aussi dans le père-esprit, et donc être la cause de problèmes de manque de fertilité dans une autre vie. Après, il y a d'autres observations qui sont faites à ce sujet, c'est que la baisse de la fertilité, elle s'observe de façon assez générale, à cause de la pollution, à cause des perturbateurs endocriniens, à cause de tout un tas d'autres choses. Vous voyez? Donc, là aussi, ce sont des choses sur lesquelles la science, elle doit réfléchir et avancer. Et après, je verrais encore un autre facteur, c'est que ben, pour que une vie se développe, il faut qu'il y ait un esprit qui se réincarne, hein, dans l'ovule fécondé. Si le lien n'existe pas, ben, ça n'ira pas très loin, quoi. Des cellules vont se développer, il y aura un stade de cellules souches, mais sans le lien avec le père-esprit, il n'y aura pas l'embryogénèse, il n'y aura pas la spécialisation dans les différents organes, et donc ça fera une fausse couche. Alors si c'est fait assez au début, ben, ça se voit peut-être pas, et après, bon, ça peut aussi arriver au bout il y a une grossesse qui est détectée, mais elle n'arrive pas à son terme, hein. Il y a un avortement naturel qui se produit avant son terme. Donc, si le jour où il n'y aura plus d'esprit pour se réincarner, alors je pense que ce n'est pas le cas encore, hein, mais là aussi, forcément, la natalité va diminuer. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et donc, tous ces principes de régulation au niveau de la population humaine dépendent de tous ces facteurs, donc matériels, mais aussi spirituels. Donc, merci d'avoir posé cette question, Marianne. Oui, Je voulais en parler, mais j'ai oublié, en fait, tu m'as bien mais fait de me rappeler. justement, il arrive sans qu'il y ait de problème de fertilité que des circonstances tout à fait particulières. Et justement, les personnes concernées qui étudient justement le spiritisme, là, trouveront une explication. Parce que sinon, matériellement, elles n'en auront pas. Elles n'en auront pas. C'est terrible, mais sans même parler de fertilité. Il y a des personnes, oui, oui. Et c'est uniquement le spiritisme qui pourra leur Mais expliquer. comment elles trouveront des explications? Mais c'est-à-dire que je vais être obligée de parler de mon cas personnel. Il y a que Excuse-moi, je voulais non, pas. non, mais je vais être brève, hein, je ne vais pas rentrer Ouais. dans les détails. Mais c'est uniquement sur le plan spirituel que je peux me situer pour avoir une explication. Parce que Justement, je me suis est-ce que toujours... tu as été contacté avec des guides qui t'expliquent pourquoi ou ça t'est venu par rêve ou... Non, je dois chercher moi-même, justement, je dois chercher par moi-même, parce que moi et une personne amie encore, nous n'avons pas d'explication de fertilité. Parce que bon,
la médecine n'a trouvé aucune explication. Si, le partenaire. Le premier partenaire, je me suis trouvée une première fois avec un premier partenaire qui a été déclaré stérile. Et la deuxième fois, je me suis trouvée dans une situation de quelqu'un qui vraiment ne devait plus faire d'enfant. Et voilà, donc il n'y avait que le plan spirituel qui pouvait expliquer la situation. Ce sont des cas particuliers, bien sûr, mais qui existent. Vous savez, parfois, on ne peut pas avoir des enfants. Ça peut être aussi lié, comme Charles a dit, une question d'avortement. Dans une vie passée, on n'a pas voulu. Oui, sans Ça doute. peut être ça. Et donc, l'effet aussi de ne pas avoir d'enfants. Et il y a beaucoup de femmes, surtout des femmes qui ont vraiment très mal parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Et donc, souvent, moi je ne dis pas tous les cas, mais souvent il y a eu des cas d'avortement dans ces vies passées, dans les vies passées de ces femmes. Et donc, et maintenant elles ont cette envie d'avoir des enfants. Et donc elles n'ont pas. Et ça, pour moi, c'est toujours, on apprend toujours, ça va imprimer dans son esprit ces manques d'enfants. Et dans une prochaine vie, elle ne refera plus jamais l'avortement. Parce que c'est quelque chose qui sera automatique, à mon avis, dans son esprit. Hein? Et donc, je pense que c'est comme ça qu'on apprend. On apprend comme ça. Et une personne qui ne peut plus avoir d'enfants, voilà, elle apprend à ne plus jamais avorter un être qui vient sur la terre. Elle apprend. Et ça peut être très douloureux parce qu'il y a des femmes qui veulent. Et ça creuse dans l'esprit, ça imprime dans notre être au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ça qui, voilà, et ça fait partie de notre évolution. C'est comme ça que je vois. Oui, et il n'y a que la réincarnation qui peut expliquer, voilà. Oui. Et puis, un truc aussi qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que si nous on est là, c'est grâce à nos parents quand même. Hein. Et donc, là aussi, hein, quand on réfléchit à ça, c'est fort quand même, ça motive en disant pourquoi est-ce que je le refuserais à d'autres esprits. Hein, c'est faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. Et là, en l'occurrence, c'est faire aux autres ce que quelqu'un a déjà fait pour nous. Voyez. Est-ce que vous avez des questions encore? Bon, je devais évoquer un cas. Oui, bonjour Géraud. Bonjour. Mais il arrive également, il y a ceux qui ont tellement forcé, mais ils finissent par mettre au monde. Je veux avoir des explications là-dessus. Je n'ai pas compris le début. Bon, il y a eu des femmes qui ont tellement forcé et avorté, et par la suite, ils finissent à avoir des enfants. Oui. Donc, alors peut-être une petite explication là-dessus. Oui, alors ça, effectivement, ça peut être. Alors, on en parlera plutôt la prochaine fois, mais le fait d'avorter, on n'est pas toujours conscient que c'est pas bon, hein, puis surtout en France où la loi l'autorise. Hein, donc, il faut être très très prudent. Et là, vous voyez, il y a un mot, par exemple, je ne sais plus où il est écrit, délinquance de l'avortement, vous voyez. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut écrire au Brésil, mais en France, il faut faire attention. Parce que l'avortement, ce n'est pas de la délinquance, c'est quelque chose qui est autorisé par la loi. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas tenir le même dialogue. Par contre, quand on explique que l'avortement, c'est contraire à la loi naturelle, c'est-à-dire que ça revient à expulser un esprit qui a déjà commencé à s'incarner dans un embryon, là, on comprend mieux. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui avortent sans le savoir et qui ensuite, pour un certain nombre de raisons, soit le regrettent ou soit veulent déjà commencer à racheter dans cette vie, vous voyez ce que je veux dire, qui acceptent ensuite de tomber, d'avoir des enfants pour permettre aux enfants donc
qui ont été expulsés, entre guillemets, hein, de pouvoir revenir, vous voyez. Et on a un cas comme ça aussi d'une personne qu'on a connue à Tannes. C'est une dame qui avait un garçon il avait 3-4 ans, le garçon était tout petit. Et un jour, il lui dit comme ça, maman, j'ai déjà voulu venir une fois, mais tu m'as refusé. Et voilà, c'est pour ça que je suis revenu. Et effectivement, la femme, avant d'avoir cet enfant, elle avait commis un premier avortement. Voyez? Donc là, en l'occurrence, le même esprit, il a pu se réincarner quelques années après. Donc il y a eu un tort qui a été causé, mais qui a commencé à être réparé dans la même vie. Vous voyez? Donc c'est tout à fait légitime, effectivement. C'est d'ailleurs, quand on se rend compte qu'on a fait une erreur et qu'on se dit comment est-ce qu'on peut réparer, ben ça, c'est un des moyens de réparer. Et si c'est trop tard, si on est trop vieux et tout, il y a d'autres moyens de réparer aussi dès cette vie, qui est par exemple de s'occuper des enfants, d'aider dans une crèche. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites dans ce sens. Hein. On a toujours des occasions qui nous sont présentées par la vie de pouvoir se racheter. Hein. Et encore une fois, plus tôt on le fera, mieux ce sera, parce que ça va en fait accélérer notre propre évolution. Charles, j'ai encore une petite remarque, Oui. c'est-à-dire mon métier. J'ai été enseignante j'étais enseignante pendant presque 40 ans, voilà. Voilà. Donc, tu n'as pas eu des enfants toi-même, mais par contre, tu t'es occupé de plein d'enfants. Oui, tout ça, ça s'est fait, mais presque à mon insu, je dirais. C'est des choix qui me sont presque été imposés, tu vois. C'est une vie qui s'est déroulée de cette façon. L'essentiel, c'est qu'avec ces lectures et ces études qu'on fait, aujourd'hui, avec le recul, tu comprends, tu t'en rends compte. Oui, absolument. Oui, absolument. Et donc, ça aide, ça soulage, c'est quelque chose qui est positif, quoi. Hein. Je peux dire que la compréhension est là, oui. Voilà. Et puis, c'est quelque chose qui te travaille et que maintenant, bah, tu comprends mieux. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions encore? Alors, attendez, est-ce qu'il y a quelque chose sur le... Non, je n'en vois pas. Je capte vraiment très mal. Alors, oui, Michel, moi, je suis désolé. Bon, j'espère que l'enregistrement est bon. Si l'enregistrement est bon, il pourra l'écouter après. Voilà. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, on va rester là. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci aussi aux bons esprits qui nous ont assistés pour soulever cette question, pour bien y réfléchir à toutes les choses qui sont impliquées dans ces choix qui ne sont pas toujours faciles à prendre, mais qu'on puisse toujours focaliser sur le bien, sur l'éthique, sur les aspects moraux et aussi bien considérer les aspects spirituels avant de prendre ces décisions-là. Voilà. Donc, merci à tous. Excellente semaine. Merci à toi, Charles, pour merci à vous. À bientôt. Merci à tous. Merci, Charles. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.